Alors, dans un premier temps, je vais juste dire qu'on va se fixer des objectifs différents selon qu'on s'intéresse à la gestation ou à la lactation. Puisqu'avant tout, pendant la gestation, on va essayer de faire en sorte d'apporter des nutriments à la truie de telle façon à ce qu'on obtienne une bonne qualité de porcelet. On a déjà évoqué le sujet un petit peu tout à l'heure sur les critères auxquels on accorde de l'importance. Mais également, on va chercher à bien gérer les réserves de telle façon à ce qu'on puisse préserver la longévité des truies, mais également gérer le déroulement des mises bas. Pendant la lactation, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est apporter également à la truie un aliment qui lui permette de couvrir les besoins pour la production laitière, une bonne production laitière si possible, et préserver ses réserves, puisque je ne le développerai pas, mais c'est un critère qui joue de façon majeure sur la reproduction des truies, et également après sur leur longévité. Pour entrer dans le vif du sujet de la gestation, je commencerai tout d'abord par le fait qu'il faut se fixer des objectifs d'état à la mise bas. Vous savez tous que plus on donne d'aliments à une truie pendant la gestation, plus elle va prendre du poids, plus elle va prendre du lard. Donc, avant tout, il faut se dire dans quel état est-ce que je veux que ma truie soit à la mise bas. Et dans la démarche que je vous propose, c'est de s'appuyer sur deux critères qui sont l'épaisseur de lard dorsal et le poids, ou le gabarit. Puisque, on dit plusieurs façons d'aborder le sujet, la mesure de l'épaisseur de lard dorsal nous permet de disposer de mesures objectives par la suite pour modéliser les besoins de la truie gestante. Et en l'occurrence, ici, je vous ai rapporté une photo que j'utilise souvent, de Delphine Potier de Toulouse. On voit qu'a priori, l'éleveur avait fait un très bon travail. Les animaux étaient très homogènes, ici. Sauf que quand on mesure l'épaisseur de lard, celle-ci fait 18 mm, celle-ci fait 10 mm. Ça veut dire que si on les alimente de la même façon, potentiellement, celle-ci va arriver trop grasse à la mise bas, avec des problèmes de mise bas, justement. Tandis que celle-ci n'aura pas suffisamment de réserve, donc aura sans doute un potentiel laitier affecté. Deuxième critère, donc le poids vif, c'est un facteur, une information un peu limitante en élevage. En fait, il faut avoir conscience que selon le rang de portée, selon l'âge des truies, leur gabarit évolue. Et en l'occurrence, quand le gabarit évolue, il y a des besoins complètement différents qui s'expriment, notamment ce qu'on appelle le besoin d'entretien. C'est la quantité de nutriments que la truie va ingérer uniquement déjà pour se maintenir en vie. Avant de faire toute autre chose avec l'aliment, c'est uniquement se maintenir en vie. Donc déjà, ça suppose, une bonne conduite suppose de couvrir ce besoin-là à minima. Et vous voyez, histoire de fixer les choses, qu'entre deux truies qui auraient un écart de poids de quelques dizaines de kilos, ici 60 kilos, on a déjà un écart de 400 grammes d'aliments par jour à apporter en plus à celle-ci par rapport à la plus légère. Donc les objectifs qu'on va se fixer, on va essayer de les atteindre via le pilotage en fonction du poids et de l'épaisseur de lard, mais on va se fixer pour avoir une bonne longévité de la truie et également de bonnes performances en maternité. On va chercher à faire en sorte que la truie ait suffisamment de gras sur le dos pour qu'elle puisse supporter le déficit nutritionnel à la lactation, mais on va faire aussi en sorte qu'elle n'en ait pas trop, justement pour qu'elle mette bas de façon très facile, puisque l'adiposité corporelle à la mise bas est l'un des facteurs pénalisant le déroulement de l'expulsion des porcelets. Et le trop de gras peut également pénaliser l'appétit en maternité. Alors, l'appétit peut être lié donc au déficit nutritionnel et dépend du type de truie. Alors, je dirais que l'objectif, donc, on va l'adapter au type de truie, mais pas seulement. On va également adapter l'objectif de pilotage des réserves de la truie en fin de gestation en fonction de l'élevage. Je vous ai rapporté une illustration de ce propos. Je prends par exemple un type génétique donné, que j'ai appelé A, pour pas faire de priorité. Nous savons que cette génétique est capable de sevrer très lourd. C'est une très bonne laitière, elle peut sevrer 100 kg de portée à 4 semaines, pour 12 sevrés. Et on sait que pour que tout se passe bien en termes de longévité de reproduction, il faut qu'elle soit sevrée avec au minimum 15 mm d'épaisseur de lard sur le dos. Alors, si on est dans un élevage où l'éleveur parvient à faire consommer en moyenne 6,3 kg d'aliments sur 4 semaines de lactation, ou 6,7 kg sur 4 semaines, on ne va pas gérer du tout l'état des réserves à la mise bas de la même façon. Et en l'occurrence, ici, dans cet élevage-là, il faudra envisager de couvrir un petit peu plus les truies pendant la gestation que dans cet élevage-ci où les truies, finalement, elles trouvent des nutriments, non pas seulement dans leurs réserves, mais dans l'auge. Deuxième point, pendant la gestation, donc dans un premier temps, on se fixe des objectifs qui déterminent le niveau de rationnement moyen pendant la gestation. Deuxième chose, il va falloir songer à individualiser les apports. Alors, individualiser truie par truie, si on a les moyens de les piloter en alimentation individuelle, sinon on va individualiser des groupes de truies ayant des besoins similaires.
Pourquoi? L'objectif, c'est de réhomogénéiser l'état des réserves pendant la gestation de telle façon à ce qu'on réhomogénéise les truites dans les bandes à la mise bas. Et ici, c'est une figure qui est issue d'un travail réalisé par le DE du Lot il y a quelques années, qui montre que plus les truies sont hétérogènes à l'entrée en maternité dans les élevages, plus le taux de mortinatalité, donc la fréquence des morts-nés, augmente, et ce pour une prolificité relativement similaire. Pourquoi? Parce que ici on a plus de truies hétérogènes dans cette situation-là, donc plus de risque d'avoir des truies grasses, et donc qui ont des problèmes à la mise bas, et donc beaucoup de morts-nés. Troisième point, il va falloir songer à moduler les apports. Il y a quelques années, quand on me demandait comment la truie hyper devait se conduire par rapport à une truie conventionnelle, bon, dans un premier temps, je disais, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper à un moment quelconque du cycle. Désormais, nous savons que non, elle ne se pilote pas de la même façon. Et notamment, les apports doivent être modulés pendant la gestation. Pour cela, j'ai rapporté ici une figure bien connue dans le domaine porcin qui est issue des travaux de Salmon Le Gagneur dans les années 60, qui permet de montrer que les fœtus se développent principalement pendant le dernier tiers de la gestation. Donc déjà, à partir de ce graphique-là, on se dit que c'est assez logique que les apports nutritionnels ne soient pas constants. Alors à l'heure actuelle, ce qui est préconisé, c'est un plan d'alimentation en U, sans que forcément les deux branches du U ici soient au même niveau. Pourquoi un niveau plus élevé au début de la gestation? Tout d'abord parce que c'est un moment favorable à la reconstitution des réserves corporelles. Et c'est également un moment qui va pouvoir être mis à profit dans la conduite des truies en groupe, puisqu'on va pouvoir, si elles sont bloquées, pouvoir encore individualiser les apports. À la fin de la gestation, une augmentation du niveau de rationnement est également préconisée. Et dans ce cas, les travaux réalisés notamment à la station de Romier et puis les observations de terrain montrent que cette stratégie est favorable pour un bon tonus de la truie à la mise bas. Nous apportons plus de minéraux, plus d'acides aminés, plus d'énergie. Et c'est également favorable à la vitalité des porcelaines. Alors après, au milieu de la gestation, c'est l'ajustement de ce niveau qui va nous permettre de faire en sorte que l'apport global d'aliments pendant la gestation va être adapté aux objectifs d'épaisseur de l'air à la mise bas et au gabarit, ainsi qu'aux conditions d'élevage.